Bonjour Nicolas Saudray. Bonsoir. Alors vous publiez aux éditions Michel de Maulle, Nous les dieux, un livre incroyable de plus de 900 pages, 930 pages, je crois un essai sur le sens de l'histoire, comme l'indique le sous-titre. Alors c'est l'aventure humaine sur notre petite planète, des origines à aujourd'hui et même à demain. L'aventure de ces, comme vous l'écrivez, 70 milliards d'hommes qui nous ont précédés sur cette terre. Vous avez écrit, Nicolas Saudray, une dizaine d'autres livres, des romans, parmi lesquels La Maison des Prophètes. Et puis l'an dernier, un autre essai sur ces guerres qui ne devaient pas éclater. Vous faisiez allusion à 1870, 1914 et 1939. Alors vous avez dû avoir plusieurs vies parce que vous avez fait Sciences Po à Paris, vous avez fait l'ENA, vous avez été haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, magistrat, président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale, défenseur des monuments historiques. Ça, c'est une passion que vous avez par ailleurs. Pour résumer, on peut dire que vous êtes un philosophe de l'histoire. J'espère que ça vous va. Tout à fait. Alors, ce livre, Nous les dieux, c'est en fait une réflexion résumée. Je vais essayer de résumer en quelques mots ce livre sur l'évolution du vivant, la sélection naturelle, les lois de l'histoire, la part de la liberté ou du hasard, le portrait des 16 civilisations que vous distinguez, leur rapport à la divinité, à l'espace, au temps, à l'amour, au bien, au mal ou à la mort. Au total, 21 ans de recherche, je pense, pour ce livre. Et je voudrais vous demander, pour commencer, dans le titre « Nous les dieux », qui est le « nous » ? Nous, ce sont les hommes d'Occident qui se sont mis à la place de Dieu et se sont divinisés eux-mêmes. Ce qu'aucune autre civilisation n'avait fait. Même les Grecs et les Romains qui ont promu l'homme étaient restés très loin de vouloir remplacer les dieux. C'est donc notre originalité pour le meilleur et pour le pire. Ce qui veut dire que, selon vous, l'Occident aurait un destin particulier. Vous dites que c'est une civilisation extravertie. Tout à fait. Il a un destin particulier. D'abord parce que je viens de dire, il a été le seul à se diviniser lui-même. Ouais. Et aussi parce qu'il est le seul à ne pas avoir abouti à un empire. Toutes les autres civilisations se sont terminées par un empire rassembleur avec les qualités et les défauts de ces empires. Nous, non. Les empires ont toujours échoué parce qu'il y avait une idée d'indépendance et de liberté qui dominait l'Occident. Quand vous dites « nous », l'Occident commence où et finit où? Il faut le définir peut-être d'abord. Alors l'Occident, c'est l'Europe occidentale. Je n'inclus pas l'Europe de l'Est qui, elle, relève plutôt d'une civilisation byzantine, qui l'a beaucoup marquée, et ça se voit encore aujourd'hui. Et puis, bien sûr, les États-Unis, le Canada, l'Australie. En revanche, l'Amérique latine n'est pas vraiment l'Occident, c'est autre chose. Les États-Unis, vous y faites allusion, n'ont pas voulu ou pas pu créer un empire. Est-ce que c'est pas finalement une bonne chose ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un empire autrement que traditionnellement? Je pense par exemple au soft power, qui est ce pouvoir diffus, ce pouvoir de la culture que les Américains ont réussi à imposer au reste du monde. Alors, les États-Unis n'ont pas voulu renoncer à l'empire. On a pu croire, après 1945, qu'il allait y avoir un empire américain couvrant non pas toute la terre, mais une bonne partie. Et puis, assez rapidement, les principaux vassaux se sont détachés. Exemple, la France décide de fabriquer sa bombe atomique, contre l'accord des Américains. Donc, et les Américains ont laissé faire. Et puis ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam qui leur a montré qu'ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient, l'Afghanistan, l'Irak. Donc l'Amérique a pris conscience du fait que, certes, elle pouvait, si elle voulait, créer un empire, mais ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher en vie humaine, en qualité de vie, et elle y a renoncé. Mais créer un empire, c'est la finalité d'une civilisation? Non. Ça n'est pas la finalité, mais l'expérience montre que c'est le résultat. Le résultat, pourquoi? Parce que l'Empire, dans l'histoire, ça a été un bon moyen d'éviter les guerres. Exemple, Rome. Rome conquiert tous les peuples qui sont autour d'elle. Du coup, les guerres disparaissent dans l'espace romain et sont reportées à la frontière. Donc c'est un immense soulagement pour tous les malheureux qui habitaient là. Et c'est ça qui explique, aussi bien en Chine, en Inde qu'à Rome, qui explique que les empires, qu'on les voulu ou non, finissent par s'installer. Et chez nous, alors, non. Non, parce que les Américains y ont renoncé, ça coûtait trop cher, et les Russes auraient bien voulu aussi, et finalement, ils ont raté l'occasion. Staline était trop vieux, il n'a pas osé, et ça ne s'est donc pas fait.
Alors, je dois répondre à votre soft power. Certes, ça existe, mais ça n'est pas du tout l'équivalent d'un empire à l'ancienne. L'empire à l'ancienne, par exemple, l'empereur à Rome décidait quelque chose, et c'était exécuté dans toutes les provinces. Là, il n'y a personne. Obama peut dire ce qu'il veut, et il ne sera pas forcément obéi à Paris et à Berlin. Oui, mais l'influence est peut-être plus forte, plus subtile, mais plus forte. Elle est plus subtile, elle est moins forte. Elle est beaucoup moins forte. D'accord. Alors, les civilisations, les empires naissent, mais les empires aussi disparaissent, les civilisations déclinent. Est-ce que l'Occident, selon vous, est en train de connaître le même sort ? C'est la question à 10 milliards de dollars. Il faut commencer par se rapporter aux civilisations qui nous ont devancés. Bon, toutes, elles ont connu le déclin. Et d'ailleurs, on peut peut-être rapprocher ça de l'évolution de l'univers qui, chaque jour, chaque année, devient plus froid, moins brillant et plus étendu. Mais ça prendra plus de temps. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais il y a quand même une espèce de loi du déclin. Et alors, quand on a vu ça, il y a quand même d'importants tempéraments à apporter. L'un, c'est que dans l'histoire, souvent les déclins ont connu des ressauts. C'était pas un déclin et puis ensuite la mort. Des ressauts. L'histoire de la Chine montre 7 déclins successifs, suivis de 7 rebonds, le dernier étant celui de Mao et de ses successeurs. Ce qui veut dire que pour l'Occident, vous n'êtes pas complètement pessimiste. Non, je ne suis pas complètement pessimiste. Et puis alors, je vais vous le montrer encore davantage en observant que la mort n'est pas la suite nécessaire du déclin. Nous sommes obsédés par l'exemple de l'Empire romain d'Occident, qui était tout près de nous. Alors là, il y a eu un déclin suivi d'une mort. Qu'on compare souvent à nous, d'ailleurs. Mais oui, mais on a tort de ne voir que lui, parce que si on prend l'autre moitié de l'Empire romain d'Orient, il y a eu peut-être un certain déclin, puis un rebond, et il y a eu Byzance qui a duré 1000 ans. Donc le déclin n'a pas mené à la mort. La Chine, non, elle est, Dieu sait, bien vivante, malgré ses 7 déclins. Ça n'a pas conduit à la mort. L'Inde, on peut dire que la civilisation indienne est encore extrêmement vivante. Malgré les déclins qu'on a connus, il n'y a pas eu la mort. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre, c'est dans cet Occident, même vous le confinez à ça, c'est l'Europe. Et l'Europe, on peut dire que... Est-ce que le rêve européen est brisé ? En tout cas, le rêve de l'après-guerre ? Le rêve européen était hélas un rêve. Je crois que la grosse erreur de l'Europe a été de vouloir s'étendre et encore s'étendre et encore s'étendre. Au début, on avait 6 pays. À mon avis, c'était le maximum pour avoir une bonne gestion. Parce que on aurait dû approfondir avant d'élargir. On aurait dû ne pas élargir. Parce que une communauté à 28 membres hétéroclites, ça ne peut pas marcher. Donc l'efficacité a été sacrifiée à un rêve d'expansion indéfinie. Alors vous parlez de beaucoup de sujets dans ce livre. Vous évoquez aussi la question de l'islam et entre les lignes de terrorisme actuel. Et vous posez cette question, pourquoi tant de haine ? Et quelle est votre réponse ? La réponse est multiple. Il y a d'abord un vieux malentendu entre les pays musulmans, enfin entre les pays d'Orient et les nôtres, qui remontent au Moyen-Âge, qui remontent aux croisades et qui se réveillent constamment. Ça, c'est une constante. Bon, cette rancune accumulée a été encore renforcée par la colonisation, parce que la plupart des pays musulmans d'Orient ont été colonisés à un moment ou à un autre. Même, par exemple, l'Iran n'a pas été colonisé officiellement, mais dans les faits, il y avait une moitié sous obédience britannique, une autre moitié sous obédience russe. Donc, il y a une rancœur. Bon, il y a un autre phénomène plus récent, c'est qu'il apparaît de plus en plus clairement que la religion de l'Occident n'est plus le christianisme qui est reconnu par l'islam, reconnu par le Coran, mais c'est le culte de l'homme. C'est une autre religion qui est évidente, les droits de l'homme, tous les jours, c'est ça la vraie religion. Ceci est incompatible avec l'islam. L'islam, ça veut dire soumission, l'homme doit être soumis à Dieu, l'homme occidental a usurpé la place de Dieu. J'en reviens à mon titre, j'en reviens à mon propos. Alors ceci est, je crois, évident aux yeux des docteurs musulmans actuels, et peut-être beaucoup moins évident pour les masses. Et l'idée qu'il y aurait une collision, que nous serions en train de vivre une collision entre une masse occidentale et une masse musulmane est une idée folle. C'est une idée folle. Mais l'islam serait soluble dans la société occidentale, vous le pensez ? Ça n'est pas sûr du tout.
Ça n'est pas sûr du tout. Actuellement, nous voyons bien les difficultés. Étant quand même observé que nos adversaires, c'est quand même un petit nombre de gens. Si je prends l'exemple de la France, il y a, paraît-il, 4000 musulmans qui sont fichés S, c'est-à-dire suspects, dangereux. C'est rien du tout à côté des 6 millions de musulmans qui vivent en France. Un dernier mot, parce que le temps passe vite, Nicolas Saudret, on est à l'heure de la COP 21. Quel avenir, vous en parlez aussi dans votre livre, pour l'homme sur cette petite planète qui est la nôtre? Vous ne faites pas partie des eurosceptiques. Il y a urgence climatique? Je ferai une réponse nuancée. Le problème est réel. Bon, les solutions qu'on propose ne sont pas forcément bonnes. Par exemple, l'éolien dont on nous parle tellement est à mon avis une mauvaise solution, contre-productive. Et puis, il ne faut pas oublier les autres problèmes qui sont peut-être aussi graves. L'urbanisation. Notre planète va gagner 50% de population d'ici 2060, c'est-à-dire 3,5 milliards d'hommes. Ces 3,5 milliards vont venir tous dans les grandes villes, essentiellement dans les villes du tiers-monde, dont la population va doubler ou tripler. Or, beaucoup de ces villes sont déjà des enfers. Donc, le défi de l'urbanisation est peut-être aussi grave que celui du climat. Difficile de parler de tous ces sujets si rapidement, mais en tout cas, je renvoie à votre livre. Merci de venir nous en parler sur le plateau de 64 minutes. Nous, les dieux, essai sur le sens de l'histoire. Un très, très beau livre en cette période de fin d'année. Je le conseille à tout le monde. Merci beaucoup.